Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8, enfin du 8 août plutôt, de NXT, donc vidéo qui a failli ne pas sortir, je vous l'avoue, puisque en début de semaine, du coup j'étais chez ma famille, en fin de semaine c'est ma famille qui est venue me voir chez moi voilà, pour passer une journée tranquille, et parce que mon frère devait prendre ensuite un covoit pour aller à Bordeaux. Ce qui fait que voilà, j'ai pas forcément pu suivre ce qui s'est passé cette semaine à NXT. Et j'avoue que au début, je me suis dit, allez, je vais juste le regarder comme ça pour le plaisir. Et au moins, voilà, la semaine prochaine, je reprendrai avec l'épisode suivant. Puis j'aurais pris le boulot, donc j'aurais pris un rythme assez normal. Mais au final, je me suis dit, allez, c'est quand même l'épisode avec Rey Mysterio qui vient à NXT, donc on va quand même faire honneur à notre luchador préféré, ou du moins un de nos luchadors préférés, parce que bien que Rey Mysterio ait été un des héros de mon enfance, j'avoue qu'aujourd'hui, j'apprécie tous les luchadors qu'on peut trouver du côté de la WWE, que ce soit avec Axiom, Dragon Lee, ou même Dominique Mysterio, que je trouve parfait dans son rôle de mec détestable. Bref. Du coup, cet épisode sort très tard dans la semaine. Voilà, je m'en excuse, mais à la base, Aido n'aurait même pas dû sortir parce que voilà, bon, en fait, vous avez surtout de la chance que des choses que j'avais prévues ont été décommandées pour les gens qui ont des petits soucis et tout, qui ont dû décommander. Du coup, ça me laisse le temps de faire la vidéo, mais à la base, j'avais une semaine très très chargée. Heureusement, elle s'est un peu calmée. Bref. On va donc pouvoir commencer avec le début de la vidéo et des premiers matchs. Et on ouvre sur clairement l'un des meilleurs matchs de la soirée. C'est Axiom contre Mustafa Ali. Et c'était génial. Alors, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas vraiment si ça permet de devenir challenger numéro un au titre nord-américain. Je pense que oui, honnêtement, je pense que oui. Mais j'avoue que ça, c'est pas très clair. Contrairement à un match, on en parlera dans la conclusion, qui lui, c'est très clair. On a la semaine prochaine un match pour les challengers au titre de NXT de Carmelo Hayes. Que là, pour le titre nord-américain, on sait pas trop si ça va permettre à Moussa Fali ou à Axiom de pouvoir avoir un match de championnat. Très certainement dans 2 semaines, puisque dans 2 semaines il y aura un NXT thématique Heatwaves, un truc comme ça. Je l'ai noté, on en reparlera plus tard. Mais du coup, ce match, il était excellent. Il y a 2 moments que j'ai notés, que j'ai adoré. Pourtant, normalement, je note jamais les moments dans les weekly. Les weekly, c'est plus pour parler un peu de ce qui s'est passé, des stories et tout. Mais là, j'ai noté à un moment donné un truc que j'ai adoré. Donc, il y avait Axiom et Mustafa Ali qui était au niveau du tablier. Et Axiom, il va envoyer Ali sur la table des commentateurs grâce à un ciseau de tête. J'ai adoré le move. C'était vraiment trop beau. Et j'ai noté également un contre d'Axiom quand Ali va sauter dans les cordes. Un peu, vous savez, comme pour faire une sorte de moonsault vers l'intérieur du ring. Et là, au moment où il saute devant les cordes, il y a Axiom qui passe entre ses jambes, entre les cordes, qui lui tire les pieds, ce qui fait que du coup, Axiom lui, il retombe debout à l'extérieur du ring, et Mustafa Ali, il tombe à la renverse dans le ring. Le move, il est magnifique, j'ai été scotché en voyant ce move, et là, j'en ai donné deux. J'en ai donné deux, mais il y en a eu plein des moves comme ça, de contre, de c'était trop trop bien, franchement. Je crois que c'est l'épisode, parce que en ce moment je fais des vidéos où je m'amuse avec le mode MyGM de 2K23. Et à chaque fois, quand tu rates ton opponent de main event, t'as toujours Triple H qui vient te dire il faut que ton opponent de main event soit les meilleurs matchs et tout. Là, très clairement, j'ai l'impression que Shawn Michaels il a respecté le mode MyGM parce que vraiment l'opener main event c'était excellent. Et ce qu'il y a eu entre deux, il y a eu des bonnes choses, mais c'était pas non plus aussi bien à mes yeux que ce qu'on a eu dans le main event et l'opener. Du coup, on a quand même eu une victoire de Mustafa Ali avec son 450 splash après qu'il ait poussé Axiom dans le vide parce qu'il a tenté de lui enlever son masque. Et ça, j'avoue que c'est un petit détail que j'ai pas trop aimé, vous allez comprendre pourquoi.
Du coup, voilà, il le fait tomber à l'extérieur du ring. Ensuite, il le ramène dedans. Forfeit splash, victoire de Mustafa Ali. Entre deux, on a Scripps qui est apparu avec Bronco Nima et Lucien Price à ses côtés. Donc, ensuite, ils sont repartis. Est-ce que ça tease un futur match par équipe avec d'un côté Mustafa Ali, Axiom et une troisième personne contre le clan de Scripps? Moi, je l'ai un peu senti comme ça parce que au début, Axiom, on a remarqué qu'il avait été gêné, enfin dérangé par la présence de Script. Mais ensuite, c'est Mustafa Ali aussi qui a été un peu dérangé par ce qui se passait. Et du coup, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y aura sûrement un match 3 contre 3 ou une connerie du genre dans les semaines à venir, que ça ne m'étonnerait pas. Euh, Autre point, bah, comme je disais juste avant, on ne sait pas si ce match permet à Mustafa Ali d'aller affronter Dominic Mysterio ou Dragon Lee pour le titre nord-américain. On n'en a aucune idée. Alors que je pense que c'est un excellent match pour déterminer un challenger. Et le point qui m'a un peu perturbé, c'est le coup du masque. Alors que des personnages ils tentent d'enlever des masques à leur adversaire, comme on va le voir avec Dominic Mysterio, ça, c'est un point qui me dérange pas. Ce qui m'a plus ou moins dérangé, c'est que déjà d'un côté, Mustafa Ali, il est face. Donc déjà, quel intérêt un face a à faire un move de heal? Parce que vouloir enlever le masque d'un adversaire, c'est clairement un move de heal. Alors quand on voit ça, on se dit pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu es un face, c'est pas normalement le genre de technique qu'un face il fait pour gagner, d'essayer d'enlever le masque de son adversaire. Donc déjà, ça m'a paru bizarre. Mais surtout, c'est qu'à un moment donné, parce qu'on voit le masque d'Axiom, il y a une ficelle derrière qui permet de bien l'attacher et que le masque ne s'enlève pas. Et il y a un moment donné, tu comprends pas pourquoi, la caméra elle montre les deux hommes qui sont plus ou moins à terre, et tu vois Axiom, mais vraiment, tu as un caméraman qui filme Axiom en train de défaire son masque. Tout ça pour qu'il y ait le spot d'après avec Mustafa Ali qui tente de lui enlever parce que son masque il doit être tellement bien serré que je pense que vu comment il est serré, tu peux pas le retirer, tu peux pas bouger le masque. Et du coup, tu vois Axiom, et vraiment, hein, tu le vois en train de détacher son masque, de faire un peu de move pour qu'ensuite Mustafa Ali puisse faire le move du j'essaie de t'enlever ton masque. Et ça, j'avoue que ça m'a pas plu. Je veux dire, ça m'aurait pas dérangé si l'arbitre il filme, enfin pas l'arbitre, mais si le caméraman il filmait autre chose et qu'on le voyait pas. Que là, bah, ce qui est vraiment naze, c'est que vraiment on voit Axiom en train de retirer la ficelle de. Enfin, il l'enlève pas entièrement, mais tu le vois défaire une partie de la ficelle de son masque. Et quand tu vois ensuite ce qui se passe après que Moussa Fali qui tente de lui enlever, bah là tu comprends tout de suite que Axiom il l'a fait pour préparer la suite du match. Et moi ça m'a un peu. Alors ça m'a pas sorti du match comme Cody Rhodes qui envoie un gros coup d'escalier à Brock Lesnar sous le nez de l'arbitre et qui s'est pas fait disqualifier. Ça m'a énervé, ça m'a sorti du match de SummerSlam. Mais là, ça m'a pas fait sortir à ce point-là parce que si l'arbitre avait filmé ailleurs, enfin pas l'arbitre, pourquoi je dis l'arbitre à chaque fois? Si le caméraman avait filmé ailleurs, on l'aurait même pas remarqué que Axiom avait fait ça. Que là, bah, t'as vraiment la caméra sur Axiom à ce moment-là. Je ne comprends pas que la WWE ait passé ces images-là. Parce que on comprend, quand t'es un minimum intelligent, tu le comprends que c'est juste pour préparer la suite du match. Et ça, c'est un truc que je déteste. C'est un truc que je déteste. Vous savez, c'est comme ces matchs avec une tonne d'objets où des gens ils sortent des objets, mais pas pour s'en servir. Ils le sortent, ils le placent là et ça va servir 10-15 minutes plus tard ou lors d'un autre move, alors qu'ils peuvent, ces 10-15 minutes plus tard là, sortir l'objet et faire le move à ce moment-là. Enfin, bon, c'est vraiment des trucs avec lesquels j'ai du mal. Mais bon, c'est uniquement mon avis. Mais là, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Alors pour moi, ça reste quand même un des meilleurs matchs de la soirée, peut-être même le meilleur match de la soirée. Mais ce petit détail-là m'a un petit peu dérangé. Ensuite, on a eu Kelani Jordan contre Blair Davenport. Alors, on ne sait pas trop ce que Blair Davenport va faire avec la nouvelle, parce qu'elle doit trouver son instinct de tueux. Du coup, elle décide de s'en prendre à Blair Davenport. Bon. D'un côté, tu dis le choix de choisir Davenport pour sortir ton instinct de tueuse. Tu dis, ok, c'est plutôt compréhensible. Davenport, avec tous les gens qu'elle a blessés, enfin, storyline qu'elle est censée avoir blessé, c'est plutôt intéressant. Par contre, pour Blair Davenport, ça fait mal de passer d'une énorme rivalité incroyable
Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais quand même dans la globalité, la rivalité avec Roxane Perez était incroyable, à affronter la petite nouvelle. Je veux dire, il n'y a pas de mal à affronter Kylie Jordan, hein. Kylie Jordan, elle fait des très bonnes perfs, elle est très douée et tout, hein. Mais je trouve que ça doit faire mal quand tu affrontes la top babyface de la compagnie et qu'ensuite tu te retrouves à combattre juste la petite nouvelle et en plus bientôt à affronter Dana Brooke. Tu dis waouh, elle est tombée bien pas, Blair Davenport. Et ça, c'est un truc où j'avais très 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 peur pour Blair Davenport. C'était l'après-rivalité contre Roxanne Perez si elle perdait. Et là, on voit que, enfin, je veux dire, elle va devoir combattre Dana Brooke. Je veux dire, tu passes de Roxanne Perez à Dana Brooke, tu dis c'est quoi ça? Enfin, trop déçu pour Blair Davenport. Après, on verra où l'histoire va la mener, hein. Mais pour l'instant, je suis hyper déçu de là où elle est placée. Pas pour Kelly Jordan, mais plus parce qu'on la fout contre Dana Brooke. Enfin, dans ce duo un peu particulier, même si Kelly Jordan, j'aime bien quand même, hein, elle fait des bonnes perfs. Alors le match en soi, il était plutôt moyen quand même, hein. On a quand même eu un match où, encore une fois, on a Blair Davenport qui nous fait des très grosses perfs contre Roxanne Perez, qui a battu au moins une fois Roxanne Perez, qui est la top babyface clean, et là qui galère contre la nouvelle. Certes, Kelly Jordan, grâce à ses talents, alors je crois de gymnaste ou de trucs comme ça, elle fait des trucs de dingue, mais, mais quand même, toi t'es expérimenté, tu te fais poutrer comme ça par la nouvelle hyper facilement. Enfin, je me suis dit, le match est un peu bizarre. Et du coup, ça aussi, c'est une chose avec laquelle j'ai du mal dans certaines écritures de match. C'est des gens qui se font défoncer tout le match, qui reviennent que à la fin avec deux trois coups et qui gagnent. Alors ça, me dit, c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal. Les trucs en mode Super Cena, Super Cody Rhodes, là, oh, j'ai vraiment du mal avec ces trucs-là. Euh, mais du coup, c'est un peu ce qui va se passer là, parce que pendant quasiment tout le match, du coup, bah, Blair Davenport va se faire dominer par Kelani Jordan, qui nous a fait des belles choses, même s'il faut quand même l'avouer, les deux ne mixent pas parfaitement. Il y a eu quelques... Alors pas de prises botchées, mais tu as quelques prises, tu sens que c'est très approximatif et que c'est pas exécuté à la perfection. Après, en même temps, on a quand même une personne qui débute, bon, et Blair Davenport. Euh, donc forcément, ça ne peut pas être parfait quand bah, tu as une personne qui doit apprendre et tout ça, qui est pas habituée à changer de type d'adversaire régulièrement. Bref, donc pour ça, j'en veux pas à Kelly Jordan. Je trouve que c'est pas très très beau quand tu vois les prises qui sont un peu ratées, mais en même temps, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui débute de rater deux trois prises, quoi, parce que après, elle fait quand même des très bonnes choses. Et au final, on a une victoire de Davenport qui va nous faire un truc que j'avais jamais vu avec elle, qui était très impressionnant. C'est qu'il y avait Kelly Jordan dans les cordes, donc je crois qu'elle a été allongée sur la deuxième corde ou un truc comme ça. Et Blair Davenport qui va sauter, prendre un rebond sur la troisième corde pour partir en sorte de, pas, bon, une sorte de coup de grâce, quoi. Je me suis dit, what? Depuis quand elle fait des sauts sur les cordes de Blair Davenport et tout? C'était très très cool à voir par contre. Et ensuite, elle va envoyer son fameux coup de genou et victoire de Blair Davenport, hein, voilà, qui a quasiment tout subi pendant le match et qui revient qu'à la fin pour gagner, voilà. À la fin, on a. Bon, ça pareil, j'ai pas compris. Parce que j'ai pas. Alors, soit c'est moi qui ai eu une absence ou quoi. Mais à la fin, on a Dana Brooke qui a sorti sa ceinture et qui a voulu attaquer Blair Davenport. Et qui a même été à deux doigts d'attaquer Kelani Jordan, hein. Et je me suis dit, mais what the fuck? Mais pourquoi elle court après tu dis, non mais. Je me suis dit, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Je veux dire, on passe d'une Blair Davenport, encore une fois, en heel, hyper dominatrice, ultra détestée du public, parce qu'elle s'en prend à Roxanne Perez qui fait des super choses, là, qui fuit Dana Brooke. Je veux dire, elle s'est pris des coups de kendo stick, des coups de chaise, des coups de strap, des coups de cloche, enfin de cloche là pour les vaches avec du strap. Et là, elle a juste peur de Dana Brooke. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment la même Blair Davenport? Enfin, je veux dire, en une semaine, mais enfin,
1 ou 2 semaines, j'ai l'impression qu'on a tué Blair Davenport. J'ai pas l'impression qu'on est la même meuf qui était hyper arrogante envers de Roxane Perez, qui se pensait au-dessus de tout le monde, qui était hyper dominatrice. Là, on n'a rien eu de la Davenport que j'ai aimé découvrir dans la rivalité avec Roxane Perez. Là, mais vraiment, dans cet épisode, Blair Davenport, c'est peut-être ma plus grosse déception de tout ce qu'on a eu, hein. C'était horrible. C'était horrible. Bref. Euh, du coup, oui, Dana Brooke qui a tenté d'attaquer Blair. Bon, pareil, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas si Blair a tenté d'attaquer Kelani, mais j'ai pas eu l'impression de ça. Après, on a Dana Brooke qui lui dit oui, moi je vais te montrer comment on montre l'instinct de tueuse machin. Alors bon, on parle quand même de Dana Brooke. Je veux dire, ce serait une catcheuse qui aurait eu une grosse importance. Je veux dire, je comprendrais. Là, Dana Brooke qui en plus du coup va se retrouver dans un match contre Davenport la semaine prochaine. Bref, c'est malheureusement ce que j'ai le moins envie de voir. Alors qu'en peu de semaines, Blair Davenport était devenue une de mes catcheuses préférées d'NXT. J'ai adoré son personnage qu'elle faisait. Et là, déception. Grosse, grosse déception. On passe ensuite à un match qui à la fois était très bon, mais où je vais avoir un coup de gueule à passer. C'est le match Noam Dar contre Tyler Bate pour la Cup Heritage. Et du coup, je vais avoir 2 coups de gueule à pousser en repensant à un autre truc. D'abord, on a eu le premier round. Le premier round, il était excellent. On a eu beaucoup de soumissions, de contres, d'esquives. Et on se rend compte que Tyler Bate et Noam Dar sont au même niveau, force égale au premier round. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième round, pareil, très bon round, mais on sent que Tyler Bate prend un peu le dessus et notamment va apporter sa fameuse clothesline, là où il prend un rebond avec ses bras dans les cordes là et puis qui revient un peu comme Joe Gacy le fait également. Alors c'est pas exactement le même move mais c'est le même principe. Et ensuite il va envoyer son dive pour marquer son premier point. Donc ça c'était intéressant. Et là arrive le premier coup de gueule, c'est que Tyler Bate il reçoit son premier point. Ok, donc quand il reçoit son point, ça arrête le round. On arrête là, les deux sont censés attendre pendant 30 secondes pour reprendre un peu leur souffle et tout, comme à chaque 3 minutes de passé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On passe au round 3, logique, quand on était au 2, on passe au 3, mais on passe aux 30 dernières secondes. On a eu 2 minutes 30 de match qui ont été cutés. J'ai pas compris. J'ai pas compris, vraiment. Les deux, déjà, on n'a pas vu les 30 secondes de repos, et on est directement passé aux 30 dernières secondes du match. Enfin, du troisième round. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Je dis, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Enfin, je veux dire, d'où on passe d'un coup, d'un bon match, on était à fond dedans, et d'un coup, paf, il t'enlève 2 minutes 30 du match. Ok, j'ai dit, je comprends pas ce qui se passe. D'un coup, on change de match, il reste déjà plus que 30 secondes, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe, hein? Bon. Ensuite, on passe au round 4 où Noam Dar va remporter son premier point pour revenir à égalité en faisant abandonner Tyler Bate grâce à une soumission sur la jambe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tous les autres rounds, Noam Dar avait beaucoup attaqué la jambe de Tyler Bate et du coup, bah, c'est logique que ce dernier ait abandonné sur une soumission dessus. Bref. Round 5, sur un petit paquet, notre ami Tyler Bate va marquer son deuxième point et remporter la Cup Heritage de NXT UK. Et au début, je me dis, bon, ok, premier coup de gueule, on a ce truc là de 2 minutes 30 du match qui sont cutés, je comprends pas parce qu'il n'y a même pas eu de pu, il y a pas spécialement, hein. D'un coup on est passé à, voilà, et ça, les cuts comme ça, j'en reparlerai un jour parce que à un moment donné, je vais parler de ce que j'aime pas à NXT, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup NXT, mais il y a des choses que j'aime pas, et ça, les cuts comme ça, c'est des trucs que je déteste, qui arrivent dans beaucoup de matchs, et ça, j'en reparlerai un jour quand je mentionnerai ce que je n'aime pas à NXT. Mais même si dans la globalité, j'aime bien le show, hein, mais il y a des trucs, faudra en parler à un moment donné. Et ensuite, on a une promo backstage, et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Alors ça va mener à ce que j'avais déjà mentionné euh, au moment des pronostics de The Great American Bash.
Donc au final, ce que j'avais mentionné là-bas va arriver dans 2 semaines à Heatwave. Euh, mais je trouve que ça aurait dû être fait différemment. Parce que du coup, on a le match. Tyler Bate, il gagne. Ensuite, on arrive backstage. Et Noam Dar, il vient voir Tyler Bate pour dire oui, machin, je veux récupérer ma coupe, nanana. Et il y a Nathan Fraser qui arrive avec sa coupe à lui, la vraie. Et le mec, vraiment, il prend la décision pour Tyler Bate de dire voilà, ta coupe. Enfin, il dit à Noam Dar globalement, ok, Tyler Bate, il te rend ta coupe si, et seulement si, tu admets que ce n'est pas la vraie coupe. Forcément, Noam Dar au début fait bah non, c'est la coupe, c'est ma coupe, moi j'ai jamais perdu contre toi, machin. Et Nathan Fraser il insiste, il fait tu le récupères ta coupe là que tu viens de perdre si tu avoues que tu as que c'est une fausse coupe et en plus tous les deux on s'affronte dans 2 semaines pour globalement unifier la coupe, hein, qu'il en reste plus qu'une. Et à nouveau, Noam Dar, bon, il va plus ou moins avouer sans avouer. Il va dire oui, mais ça oui, c'est vrai. Toi, tu as la coupe originale, tu as la vraie coupe, la première coupe. Mais c'est pas moi qui l'ai perdue, c'est Oromensa qui l'a perdue pour moi. Et celle-là, c'est la mienne. Mais voilà, je viens juste de la perdre et tout. Et du coup, grâce à ça, Tyler Bate, il rend la coupe à Noam Dar. Donc Noam Dar se retrouve à nouveau avec la coupe. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je dis, au bout d'un moment, si votre plan, c'était bel et bien de faire ce que j'avais imaginé, donc que Noam Dar et Nathan Fraser, à un moment donné, s'affrontent pour unifier les coupes, qui en reste qu'une seule, pourquoi vous avez fait perdre Noam Dar et fait gagner Tyler Bate pour que 5 minutes après, il fasse bon bah ok, j'écoute Nathan Fraser et je rends ma coupe. What? J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Je trouve que c'est très très mal écrit cette partie-là. C'est très dommage hein, parce que c'était hyper logique, hein, comme pour les ceintures, quand il y en a deux identiques, et ben forcément tu fais un match d'unification et puis voilà le gagnant, du coup voilà obtient la ceinture ou là ici on obtiendra la coupe originale. Mais je ne comprends pas l'idée de faire perdre Noam Dar pour lui redonner la coupe juste après, sans que ce soit pendant un match ou quoi que ce soit. Parce que moi, au début, je pensais qu'il y aurait un match ou quoi que ce soit. Et là, quand tu vois Tyler Bate donner la coupe à. Je me dis, non, mais c'est n'importe quoi. Après, c'est comme avoir fait gagner Bianca Belair à SummerSlam pour recevoir le cashing 2 secondes après. Je veux dire, tu fais cashing sur Bianca ou tu laissais la ceinture à Asuka pour le cashing. Ça suffisait. T'as pas besoin de donner des trucs comme ça juste pour gonfler le palmarès de certaines personnes. Ça ne sert à rien. Surtout que tu regardes le palmarès, tu verras, oh bah tiens, un machin a eu le titre pendant 3 secondes. Waouh, c'est très impressionnant dans le palmarès. Il y a des décisions comme ça, je trouve ça débile, et là. Pourtant, je suis très hypé, hein, Noam Dar, Nathan Fraser, je suis quasiment sûr que ça va donner un super match. Mais j'aime pas la façon dont ça a été amené ici. Ensuite, on passe sur un sujet un peu plus positif avec Trick Williams et Dragunov qui vont se retrouver sur le ring, notamment ce que Dragunov appelle Trick Williams et tout. Et globalement, on va pas dans le global parce que j'ai pas compris absolument tout ce qui se disait, parce que je suis pas habitué à la voix de Trick Williams, donc je comprenais pas forcément tout ce qu'il voulait dire. Et puis sa promo était assez longue, enfin sa prise de parole était assez longue, donc j'avoue que je me suis un peu perdu au bout d'un moment. Mais du coup, globalement, Dragunov a plus ou moins dit qu'il voulait absolument se battre contre Trick Williams parce que pour lui, Trick Williams est coupable du fait qu'il n'ait pas la ceinture NXT sur les hanches, que tout ça c'est à cause de Trick Williams et que bah voilà, du coup il veut sa rétribution. De l'autre côté, Trick Williams lui fait ok, oui, bon bah toi Dragunov, tu es l'un des meilleurs catcheurs de NXT, tu as battu quasiment tout le monde, tu as même battu Braun Breaker, mais tu n'as pas battu Carmelo Hayes. Enfin, il dit tu n'as pas battu him. Bon, c'est que forcément on sait à qui il fait référence. Et globalement, il dit que lui-même il veut prouver qu'il peut battre l'un des meilleurs catcheurs, soit Ilya Dragunov. Et du coup, les deux hommes teasent le show NXT Heatwaves qui aura lieu dans 2 semaines, donc ce sera sûrement un NXT thématique
où plusieurs titres vont être défendus. Peut-être que dans le cas de Tiffany Stratton, on découvrira sa challengeuse, parce que pour l'instant, Tiffany est venue au ring, mais enfin pas au ring, au micro de Mackenzie, mais n'a pas de challengeuse pour son titre. Voilà. Peut-être autour de Cora Jade de rebooker à ce moment-là, ce serait plutôt pas mal. Ensuite, on a eu un match plutôt sympa, Braun Breaker contre Von Wagner. On a eu des bonnes offenses de Von Wagner, bon, qui a quand même un peu trop dominé au début. Ensuite, Braun Breaker qui est revenu. Ensuite, ça s'est un peu stabilisé. Et au final, le Braun Breaker va revenir et l'emporter grâce à son spear. Mais après ça, il va vouloir attaquer Mr. Stone, le manager de Von Wagner. Et Von Wagner va revenir sur pied. Il va envoyer notre ami Breaker à l'extérieur du ring avant de l'envoyer à travers la table des commentateurs pour bien faire plaisir aux fans. Et Braun Breaker en plus a vendu le truc à merveille. Euh, et du coup, c'est vrai que pendant tout le match, on a un moment où Van Wegner est venu enlever le dessus de la table des commentateurs et c'est là où Braun Breaker a pu reprendre le dessus. Euh, et c'est vrai que pendant tout le long du match, le public voulait absolument que Von Wegner fasse passer Breaker à travers la table. Et au final, on a cette fin où voilà, on a un Von Wegner qui arrive à tenir tête à Braun Breaker. Alors, certes, il perd le match, mais c'est quand même lui qui est debout à la fin du match. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Même si bon, on aurait pu avoir un truc encore mieux. Après le match, il n'a pas été très très long. Mais je pense que avec une stipulation ou un truc du genre, on peut faire un très très bon match avec Braun Breaker et Von Wagner. Je pense que ça va pas se terminer à ce qui s'est passé aujourd'hui. Un match de table. Un match de table, ce serait nickel. Hein. Les fans, ils demandent que ça. Tu mets un match de table, comme ça, pour gagner, tu es obligé de faire passer quelqu'un à travers une table. Puis les gens, ils sont contents. Après, ça trouve, Von Wagner va devenir le spécialiste des tables avec les gens qui n'arrivent pas à lui réclamer de faire passer quelqu'un à travers une table. Ensuite, on a eu un match plutôt moyen. Josh Briggs et Brooke Jensen qui font enfin leur retour. En plus, moi j'aime beaucoup cette équipe, donc très content qu'ils aient fait leur retour contre Charlie Dempsey et Drew Gulak. Du coup, le match était plutôt sympa. Honnêtement, les deux équipes elles fonctionnent plutôt bien, mais je trouve qu'elle est moyenne dans le sens où à la fin, on a Damon Kemp qui va intervenir, qui va frapper Briggs ou Jensen, qui du coup va perdre le match. Et j'ai trouvé ça un peu décevant. Après, on retrouve Damon Kemp avec Dempsey et Gulak, voilà, qui va vouloir donner des conseils à Trick Williams pour affronter Ilya Dragunov. Ok. Le mec, c'est quand même le pote du champion d'NXT. Et, je crois que Carmelo, il a plus d'intérêt à donner des conseils que toi, mais bon. Voilà. Ouais, pas grand chose de plus à dire, hein. Le match était sympa, mais la fin est pas top, quoi. La fin est pas top. Il y a le jeune blond, là, je crois que c'est Miles Bourne, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà vu une ou deux fois du côté de comment ça s'appelle? NXT Level Up, qui est pas mauvais, hein, mais qui là était dans le coin, enfin du côté de Dempsey et Drew Gulak, un peu comme un nouvel élève, mais qui se fait clairement maltraiter par l'équipe d'MC Gulak. Et je suis quasiment sûr, hein, on en reparle dans quelques semaines, que la rivalité va mener à un 3 contre 3, Gulak, Dempsey et Kemp contre Briggs, Jensen et Bourne. Vu comment ça commence, c'est quasiment sûr qu'on va en arriver là. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre de cette histoire. On regardera parce que j'adore Briggs et Jensen, mais en soi, j'en ai un peu rien à faire. Ensuite, on a eu Ivinal contre Kiana James. Voilà, deux femmes que j'aime beaucoup, surtout Kiana James, que j'aime énormément. Peut-être une de mes catcheuses d'NXT préférées. Du coup, les deux femmes vont s'affronter de manière assez égale. Hein. Franchement, c'était plutôt bien. Bon, Kiana James, on sentait qu'elle était quand même un peu plus forte que Ivinal, mais Ivinal s'en sortait quand même plutôt bien. Mais petit à petit, on a le schism qui va venir aux abords du ring. Et c'était plutôt logique, en fait, parce que les schisms, ils sont un peu concons. Et oui, ils sont un peu concons. C'est que
pardon, on les a vus backstage agresser plein de gens, notamment Walker et Tank Ledger. On a vu également Ike Manjiro et des gens qu'on connaît pas aussi avoir été massacrés. Bref, Schism, ils cherchent les Creed Brothers dans backstage, mais voilà, ils font des face-à-face, ils attaquent un peu tout le monde. Bon voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que effectivement, s'il y a une personne qui est censée savoir où sont les Creed Brothers, bah, c'est bien Ivy Nile. Je veux dire, il restait que ça de la Diamond Mine, les Creed Brothers et Ivy Nile. Donc si une personne doit le savoir, c'est elle. C'est clairement elle. Euh, et, euh, et du coup, le schism va venir. Alors, c'était marrant parce qu'ils vont s'amuser à frapper sur le tablier pendant le match, ce qui donnait une ambiance très particulière, mais des fois ça donnait du rythme, parce que plus le rythme s'accélérait, plus il tapait vite. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Là, tu avais une sorte de secte là, pendant que le match se faisait. On a Ivy Nile qui va perdre de manière stupide, j'ai envie de dire, parce que la meuf, elle fait sa soumission sur Kiana James, soumission avec laquelle elle perd très 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 rarement. Je crois que Ivy Nile a perdu qu'une seule fois en utilisant cette soumission depuis que je l'ai vu faire des matchs. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment très rare. Et là, euh, elle commence à la faire, elle lâche, parce qu'elle remarque que maintenant que Schism est là. Alors qu'il y a les mecs qui font une tonne de bruit autour d'elle, et que maintenant qu'elle les remarque. Je me dis, what? Et du coup, elle regarde Joe Gacy et commence à moitié à lui parler. Donc, bah, forcément, comme elle s'est distraite toute seule comme une conne en remarquant leur présence que maintenant, bah, Kiana James, elle en profite. Elle fait une prise que j'ai trouvée plutôt cool. C'est pas la plus belle prise du monde, mais je trouvais plutôt cool, puisqu'en fait, elle va placer la tête de Ivy Nile au niveau de son tibia, et ensuite, elle va se projeter en arrière, ce qui va faire une sorte de neckbreaker, plus ou moins une sorte de neckbreaker à Ivinal au niveau du tibia de Kiana James. Et franchement, je trouve la prise plutôt sympa. Parce que normalement, on avait le centre de flatliner, je crois que c'est comme ça qu'elle appelle son finisher, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le finisher de base de Kiana James, mais cette nouvelle prise, je l'ai trouvé très cool et ça montre que Kiana James continue de progresser avec le temps, un peu comme on l'a vu avec Cora Jade ou avec Tiffany Stratton et tout ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. Du coup, bah, Kiana James l'emporte, très content parce que c'est une de mes chouchous. Et ensuite, bah, Kiana James, elle sort, t'as tout le schism qui est en mode allez, vas-y, on te laisse partir. Et elle est en mode ok, c'est qui ces tarés? Tu le sens dans son regard qu'elle te demande c'est qui ces cons-là. Et puis hop, elle s'en va. Et du coup, t'as tout le schism qui monte dans le ring et qui commence à agripper à Denied. Ils sont prêts à l'agresser pour savoir où sont les Creed Brothers. Je refais un petit tour en arrière. Comme je vous ai dit juste avant, le schism, il cherchait les Creed Brothers backstage. Et à un moment donné, ils sont tombés sur qui? Sur The Family, Tony D'Angelo et Stax. Voilà, qui étaient en train de poser pour faire des photos avec leur titre de championnat. Et du coup, on a un face-à-face, voilà, parce que les schisms sont à deux doigts de les attaquer parce que ils leur demandent des informations. Et du coup, les mecs, ils sortent des informations sur tout et n'importe quoi, ça m'a trop fait marrer. Alors, j'ai pas noté les informations spécialement, mais ils commencent à dire, alors oui, sur machin, on connaît ça, sur le truc, on connaît ça, sur machin. Puis eux, ils sont là, non, mais on n'a rien à vous de vos infos, on veut savoir où sont les Creed Brothers. Sauf que forcément, The Family va pas répondre, donc les Creed Brothers, enfin les schisms, ça fait une grosse masse là qui est prêt à combattre. Et du coup, Tony et Stax, ils sortent leur pied de biche là de nulle part, prêts à combattre. Et forcément, du coup, le schism va préférer de pas s'en prendre à deux. Et du coup, on revient, j'ai dit au présent, à la fin du match de Ivy Nile. Forcément, quand elle se fait agresser par Schism, c'est The Family et non les Creed Brothers comme on aurait pu l'imaginer. C'est The Family qui vient faire le save et qui, avec leur pied de biche, vont un peu effacer Schism du ring. Bien sûr, il y a beaucoup qui vont fuir rien qu'en les voyant, et ensuite certains vont prendre des coups de pied de biche et forcément fuir également. Et ce qui fait que The Family vient de sauver Ivy Nile, très certainement que Tony D'Angelo sait parfaitement où se trouvent les Creed Brothers. Par la suite, du coup, on a Dominic Mysterio contre Dragon Lee, accompagné de Rey Mysterio, qui aura fait son entrée
tout seul sous les acclamations du public et, euh, et notamment qui va annoncer l'entrée de Dragon Lee lui-même. Voilà, donc pour le titre nord-américain, et c'est clairement le deuxième meilleur match de la soirée. Et je dirais même, à mes yeux, c'est le meilleur match de Dominic Mysterio. Parce que bon, les matchs avec son père par équipe, j'en ai plus énormément de souvenirs, mais ça me paraissait pas hyper dingue. Les quelques matchs qu'il a fait en solo du côté de Judgment Day, je les ai toujours trouvés bien, notamment le match contre Rey Mysterio, il était très très bien, mais franchement celui-là, je le trouve vraiment excellent. Surtout qu'en plus il gagne, allez, bon ok, il gagne sur une intervention de Rhea Ripley comme d'habitude, hein, mais, mais cette fois Rhea Ripley est intervenue qu'à la toute fin. Contrairement à d'autres matchs où Rhea Ripley intervient pendant le match et à la fin. Là, vraiment, Dominic Mysterio a juste donné tout ce qu'il avait pendant tout le match et ensuite il a emporté grâce à l'intervention. Mais je trouve qu'on a eu un truc excellent. Dominic Mysterio qui veut se dire le meilleur luchador au monde, et ben, s'il continue à progresser et à faire des matchs de cette qualité comme il a fait face à Dragon Lee, bah, il a de quoi devenir l'un des plus grands luchadors euh, dans 20-30 ans, quoi. C'est sûr et certain. Bref. En tout cas, j'ai nommé des trucs sympas. En tout cas, la table des commentateurs a pris cher entre Mustafa Ali dans l'opener qui a atterri sur la table des commentateurs, Braun Breaker en plein milieu de show qui a traversé la table des commentateurs. Et ben aujourd'hui, enfin au main event, c'est Dominic Mysterio qui après un très beau dive de Dragon Lee qui va se retrouver couché sur la table des commentateurs. Je sais pas ce qu'elle a cette table, mais cette semaine, c'est ces moments où elle prenait cher. Et du coup, le match était vraiment très cool. Encore une fois, il y a eu un move où Dominic Mysterio a voulu enlever le masque de Dragon Lee. Et là, ça m'a pas dérangé, tout simplement parce que déjà, Dragon Lee, on l'a pas vu tenter de défaire son masque, hein, parce que de toute façon, il en a pas besoin vu comment il est foutu son masque. Notamment parce que Dominic Mysterio est un heel. Donc là, c'est moins dérangeant. Ce que je voulais dire, c'est que on va avoir des très gros spots avec des très belles nearfalls. Hein. Dominic Mysterio qui va se relever d'un coup de grâce dans le coin. Il y a la Power Bomb de Dragon Lee où Dominic va se relever également de justesse. Je crois que Dragon Lee prend un 619 ou un truc comme ça à un moment donné. Enfin bref, le match il est complètement dingue. Dominic Mysterio, bon, l'emporte grâce à l'intervention de Rhea Ripley, puisqu'en fait elle va donner la ceinture à nord-américain à Dominique, sauf que l'arbitre il l'a vu. Rey Mysterio il intervient, il prend la ceinture dans les mains de son fils, et puis il dit oh, mais oh, il commence à moitié engueuler son fils, parce que du coup l'arbitre bah, il se retourne de ce côté-là, du côté Dominique Rey Mysterio, ce qui fait qu'il tourne le dos à Dragon Lee. Dragon Lee, bah lui, il se dit bah vas-y, j'en profite, je me lance dans les cordes pour attaquer Rey Mysterio. Sauf que bah Rhea Ripley elle en profite, elle frappe Dragon Lee avec son propre titre. Et ensuite, bah, Dominic Mysterio, est-ce qu'il a envoyé son splash ou pas? Ah, je sais pas. En tout cas, soit il a envoyé son splash ou pas, mais en tout cas, Dominic Mysterio a pu faire le tomber et conserver son titre nord-américain. Et à la fin, du coup, forcément, Rey Mysterio va engueuler son fils. Rhea Ripley se pose entre les deux et commence à manquer de respect à Rey Mysterio, à le bousculer et tout. Et c'est alors que Lyra Valkyria intervient pour attaquer Rhea Ripley. Et ça là, je m'y attendais pas. Ça là, je m'attendais pas du tout. Lyra Valkyria va agresser Rhea Ripley, qui du coup va partir à l'extérieur du ring. Dragon Lee va se venger en attaquant à nouveau Dominic Mysterio. Et du coup, on se retrouve avec Rey Mysterio qui va lever les bras de Lyra Valkyria et Dragon Lee avec du coup Dom et Rhea à l'extérieur du ring, un peu dépité par cette agression. On termine donc le show avec la preview. Du coup, la semaine prochaine, avec tout ce qui s'est passé autour de Schism et The Family, on aura un match de championnat par équipe entre The Family et The Dyad, voilà, avec les titres par équipe qui seront défendus. Wesley et Dijak, après une altercation dans les vestiaires où Dijak a explosé Wesley, on aura du coup un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Carmelo Hayes qui sera très certainement défendu lors du show Heatwave.
On aura Dana Brooke contre Blair Davenport afin de montrer à quel point elle peut être quelqu'un de dangereuse. Et Trick Williams contre Drew Gulak, puisque Drew Gulak veut montrer le truc à Trick Williams. Enfin, il veut soutenir Trick Williams. Trick Williams dit tu vois, la semaine prochaine, je vais te montrer des trucs. Et du coup, il y aura un match entre les deux la semaine prochaine. En tout cas, le show, dans sa globalité, je l'ai trouvé très bon. On a eu un très bon opener, un très bon main event. Pour moi, le meilleur match de Dominic Mysterio. Une très belle défense de coupe, que j'ai trouvé vraiment très cool. Pas mal de belles choses, des choses qui m'ont un peu énervé quand même à côté. Mais dans la globalité, c'était vraiment très cool. Avoir Rey Mysterio, le public, il était fou. Le public était très très content de voir Rey Mysterio. Surtout qu'en plus de le voir accompagné de Dragon Lee, on l'a vu en public. On l'a vu parler à Roxanne Perez. Il est venu parler un peu avec Roxanne Perez et tout, c'était très cool. J'ai pas trop retenu ce qu'il a dit à Roxanne Perez, mais c'était très cool. Et ensuite, il s'est retourné, il a été parler à Thea Hale pour remonter le moral de Thea Hale, qui va notamment lui poser des questions. Et c'était très intéressant parce que elle est un peu en colère contre André Chase, qui fait un peu figure paternelle au sein de la Chase University. Et à côté de ça, on a Rey Mysterio qui est en conflit avec son fils, Dominic Mysterio, qui déteste son père. Et du coup, on a un peu ce même lien, Dominic Mysterio qui déteste son père, et Thea Hale qui déteste pas réellement son père, mais celui qui est figure paternelle au sein de la Chase University. Et c'est intéressant parce que elle lui pose la question en mode oui, est-ce que c'est possible, enfin je sais plus comment elle pose la question, mais en gros pour savoir comment on peut se passer la relation entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Et Rey Mysterio va répondre quelque chose que j'adore et qui est très cool, c'est qu'il va dire globalement je déteste ce que me fait mon fils, je déteste son comportement actuellement, mais c'est ma famille, je suis sûr qu'à un moment donné il va se reprendre, voilà, on va redevenir soudés et tout. Voilà, ça va peut-être prendre du temps. Bon, il le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il essaye de dire. Et en même temps, c'est très logique dans son discours parce que on sait que les catcheurs passent un temps à faire des face turns, des heel turns. Donc on doute bien qu'un jour, Dominic Mysterio fera très certainement un face turn. Et, euh, et j'ai trouvé le discours de Dominic, pas de Dominic, mais de Rey Mysterio très très cool envers Teha qui a repris un petit boost d'énergie. Bon, après, il y a André Chase qui est arrivé, du coup, hop, là, s'est remis à faire la gueule et à pester un peu contre lui. Mais j'ai trouvé que le parallèle dans les questions de Thea Hale entre sa relation avec André Chase et celle de Rey avec son fils était très très intéressante. Bref, dans la globalité, je trouve qu'on a eu un très bon show. J'ai même préféré celui-ci à celui de la semaine dernière. Et du coup, je regrette pas de l'avoir regardé, même si je l'ai regardé très très tardivement. Mais je le regrette pas parce qu'il est très très bon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.